2 jours. C'est tout le temps qui s'est écoulé entre le moment où la Fédération égyptienne de football a accusé une équipe arbitrale argentine de partialité et celui où la FIFA a envoyé une nouvelle équipe entièrement argentine diriger le quart de finale suivant. Aucune explication, aucun mot pour reconnaître la polémique, aucun communiqué public pour expliquer ce choix de la FIFA au moment même où la crédibilité du tournoi ne tenait déjà plus qu'à un fil. Voici ce qui s'était passé 4 jours avant Foxborough. L'ensemble du staff technique égyptien s'était présenté devant les caméras pour accuser les arbitres qui venaient de les éliminer d'avoir favorisé l'Argentine dès le coup d'envoi. Les joueurs avaient déclaré que le tournoi leur donnait l'impression d'être truqué. La Fédération égyptienne de football avait déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA, exigeant que cette même équipe arbitrale soit écartée de tous les autres matchs de la compétition. Un ancien arbitre de la FIFA avait affirmé publiquement que l'assistance vidéo n'aurait jamais dû intervenir pour annuler le deuxième but de l'Égypte. Peter Schmeichel, ancien gardien de Manchester United, avait expliqué à l'antenne que la FIFA ne pouvait pas défendre deux positions contradictoires à la fois. Environ 50 membres du Parlement européen avaient déjà rejoint une initiative réclamant l'ouverture d'une enquête officielle sur le président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans les jours suivants, le nombre de parlementaires inquiets avait encore augmenté à mesure que les problèmes d'arbitrage s'accumulaient tout au long du tournoi. Et la réponse de la FIFA à tout cela avait été de nommer une nouvelle équipe argentine pour diriger le quart de finale immédiatement suivant. Pas des arbitres issus d'une autre confédération. Pas une équipe neutre, sans aucun lien avec la controverse qui entourait Buenos Aires et sa sélection nationale. La même nationalité. L'arbitre central, ses deux assistants, l'assistant supplémentaire et l'officiel vidéo étaient tous argentins. Ils avaient été désignés pour diriger France-Maroc à Foxborough, dans le Massachusetts, 2 jours après que l'Égypte avait publiquement accusé une équipe argentine de partialité dès la première minute de son match éliminatoire. 2 jours après que la fédération égyptienne avait demandé l'exclusion de cette équipe précise pour la suite du tournoi, 2 jours après que presque toute la planète football ne parlait que de cela. La FIFA avait maintenu son choix sans le moindre mot d'explication, comme si les 48 heures de scandale n'avaient jamais existé. Puis, à la 62e minute de ce même match, Kylian Mbappé a envoyé le ballon au fond des filets. Les joueurs marocains ont encerclé l'arbitre en réclamant à grands cris une vérification pour une possible main, mais le but a tout de même été accordé. La véritable question est donc la suivante. Que s'est-il réellement passé sur la pelouse de Foxborough ce soir-là? Et qu'est-ce que cet épisode ajoute à une Coupe du Monde qui a déjà suscité davantage de controverses institutionnelles que n'importe quel autre tournoi dans l'histoire de ce sport? Commençons par le football, car ce match mérite d'être compris pour ce qu'il a été avant que la politique ne le recouvre. La France abordait ce quart de finale avec seulement 2 buts encaissés. Cette solidité reposait sur une défense à 4 capable de resserrer les espaces et de coulisser avec une précision que très peu d'équipes de ce niveau parviennent à maintenir durablement. Réaliste en phase de groupe, efficace en huitième, la France avait encore montré contre le Maroc son visage habituel. Patient, organisé et parfaitement disposé à attendre leur moment. La première période du Maroc, en revanche, a été extraordinaire dans le pire sens du terme. Le total de buts attendus des Marocains au cours des 45 premières 5 minutes s'élevait à 4 centièmes de but, une valeur si proche du zéro mathématique qu'elle représentait à peine une menace. Les Lions de l'Atlas, qui avaient écrasé le Canada 3-0 en huitième de finale et qui n'avaient encaissé que 2 buts jusque-là, n'ont produit aucun tir dangereux sur le gardien français en première période. La France a contrôlé l'espace et le rythme avec une telle maîtrise que le milieu marocain, pourtant si performant contre le Canada quelques jours plus tôt, n'a trouvé aucun passage dans un bloc sans espace entre les lignes. La seconde période a raconté une autre histoire. Le Maroc est revenu avec l'urgence qui lui avait manqué avant la pause. Brahim Diaz et Azzedine Ounahi ont très vite pénétré dans la surface et pendant un moment, les Lions de l'Atlas ont semblé métamorphosés après un premier acte stérile. Mais au moment précis où le Maroc commençait à trouver son rythme, la France a marqué.
62e minute, Mbappé. Les Marocains ont immédiatement contesté la construction de l'action, entourant l'arbitre et réclamant une main juste avant la frappe. L'assistance vidéo a été activée. La vérification a été effectuée. Le but a été validé, sans explication publique sur le constat de la vidéo ni le rejet de la réclamation. Les ralentis télévisés semblaient effectivement montrer que le ballon avait touché le bras d'un joueur français pendant la construction de l'action. Mais selon la règle actuelle sur les mains, la décision dépend de la position naturelle ou non naturelle du bras par rapport au corps. En appliquant ce critère, l'assistance vidéo a conclu que le but était valable. Les joueurs marocains n'ont jamais accepté cette explication. Leurs protestations ont été bruyantes, visibles, et se sont prolongées bien après la reprise du jeu. Tous ceux qui avaient suivi le parcours du Maroc jusqu'en demi-finale au Qatar, en 2022, reconnaissaient une scène familière. 4 ans plus tôt, au même stade de la compétition et face au même adversaire, la Fédération royale marocaine de football avait déposé une réclamation officielle accusant l'arbitre César Ramos d'avoir ignoré 2 demandes de pénalty manifestes. Sur la première, l'ailier Sofiane Bouffal avait reçu un jaune pour simulation. La seconde s'était produite juste avant la pause, lorsque le milieu Aurélien Tchouaméni avait semblé retenir Selim Amala dans la surface sans qu'aucune vérification vidéo ne soit déclenchée. 4 ans plus tard, à Foxborough, le même adversaire, une nouvelle décision contestée dans l'action précédant un but français, et de manière presque troublante, pratiquement les mêmes noms occupant presque les mêmes zones du terrain. Et cette fois encore, il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Juste avant la mi-temps du match de cette année, le Maroc avait réclamé un penalty après que le défenseur français, Théo Hernandez, avait semblé retenir un attaquant marocain dans la surface. Le jeu s'était poursuivi. L'assistance vidéo n'était pas intervenue, 2 actions où le Maroc attendait une décision favorable sans l'obtenir. Le tout dans le même tournoi où d'anciens arbitres discutaient encore de l'annulation du but égyptien contre l'Argentine, jugée excessive, et où l'Argentine, en cumulant cette Coupe du Monde et la précédente, s'est vue accorder de très loin plus de pénaltys que toute autre nation dans l'ère moderne de la compétition. Le deuxième but français est venu d'Ousmane Dembélé à la 79e minute et a scellé une victoire 2-0. Le Maroc a poussé avec force dans les dernières minutes, comme il semble toujours le faire contre la France, mais le résultat n'a plus vraiment été menacé. La France s'est qualifiée pour les demi-finales. Le Maroc a quitté la Coupe du Monde pour la 2e édition consécutive au même stade, face au même rival et sur le même score. À Londres, où vit une importante communauté marocaine qui regarde les matchs collectivement, la réaction a été immédiate et, par endroits, réellement inquiétante. Des unités anti-émeutes ont affronté des groupes brandissant des drapeaux marocains dans des quartiers où la population d'origine marocaine est nombreuse. Des années de frustration liées à l'arbitrage ont débouché sur des troubles de rue que personne ne souhaitait voir. Venons-en au lien entre ce match et le reste du mondial, car la désignation elle-même mérite d'être examinée de plus près. La FIFA désigne les arbitres via sa commission, selon leur performance, leurs conditions physiques et leur historique. Selon plusieurs informations, le choix d'une équipe entièrement argentine pour le quart de finale entre la France et le Maroc avait été arrêté plusieurs semaines avant même le début de la phase à élimination directe. Il ne s'agissait donc pas d'une décision précipitée prise dans les jours ayant suivi la controverse égyptienne, mais le symbole était catastrophique, quel que soit le calendrier, et la FIFA ne pouvait pas l'ignorer. Une équipe argentine dirigeant le quart de finale d'un grand rival de l'Argentine pour le titre, 2 jours après qu'une autre équipe argentine avait provoqué une plainte fédérale, des pressions européennes et les critiques d'anciens arbitres. Aucun observateur attentif ne pouvait la voir avec indulgence. Selon le règlement FIFA, l'organisation exige que les arbitres d'un match appartiennent à une confédération différente de celle des 2 équipes participantes. Il est courant qu'une équipe arbitrale vienne du même pays, précisément parce que cela facilite la communication entre ses membres sur le terrain. Pierluigi Collina, patron de l'arbitrage FIFA, a abordé la controverse autour du match.
Il a défendu le processus de vérification vidéo utilisé contre l'Égypte et nié toute influence extérieure sur les décisions du tournoi. Collina a expliqué que l'assistance vidéo examinait toute la construction précédant chaque but, quelle que soit la durée ou la distance séparant une faute de la frappe finale, en soutenant qu'une faute reste une faute, quel que soit le moment où elle intervient dans l'action. Didier Deschamps, sélectionneur de la France, et Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, ont minimisé la question de la nationalité avant le match. Deschamps a dit que son équipe devait accepter la désignation et faisait confiance aux arbitres, en insistant sur le fait que son adversaire était le Maroc et non le corps arbitral. Malgré tout, maintenir cette désignation sans en reconnaître l'image correspond à un schéma qui définit la communication de la FIFA. Lorsqu'une décision risque de susciter des questions gênantes, la FIFA ne dit généralement rien et parie sur le fait que le football finira par couvrir le bruit. Cette stratégie a été mise à plus rude épreuve pendant cette Coupe du Monde que lors de presque tous les tournois dont on se souvienne. Et la pression ne s'est pas limitée aux désignations arbitrales. Quelques semaines seulement avant le match de Foxborough, une autre tempête politique, sans doute encore plus grave, a frappé directement la direction de la FIFA. L'organisation a pris la décision extraordinaire d'annuler, en plein tournoi, la suspension infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun après un carton rouge. Cette mesure était si inhabituelle que des parlementaires européens se sont immédiatement demandé si des pressions du président Donald Trump avaient influencé ce revirement. Un groupe de membres du Parlement européen a lancé une initiative officielle réclamant une enquête sur le rôle personnel d'Infantino dans cette décision. Selon leurs propres termes, ces élus ont qualifié le changement de règles en plein tournoi de honte et de perversion de la justice. Ce même groupe avait déjà écrit au comité d'éthique de la FIFA quelques semaines auparavant. Il s'interrogeait alors sur le prétendu prix de la paix remis par Infantino au président Trump en 2025 et demandait des éclaircissements sur les circonstances et les raisons d'une récompense qui, aux yeux de nombreux observateurs, ressemblait à un geste singulièrement politique de la part d'une organisation sportive affirmant rester à l'écart de la politique. Prises dans leur ensemble, ces controverses donnent l'image d'une direction de la FIFA de plus en plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'effacer la frontière entre sport et politique dès que cela sert ses intérêts, tout en affirmant publiquement que les arbitres, l'assistance vidéo et les décisions disciplinaires restent entièrement protégés de toute influence extérieure. Qu'Elsa aient subi ou non des pressions politiques, le problème de perception est désormais ancré dans le récit, le débat et la mémoire de ce mondial, plusieurs mois avant même que le champion soit connu. Rien de tout cela ne change ce que Mbappé a accompli sur le terrain. Son but à Foxborough était le 20e de sa carrière en Coupe du Monde et lui permettait de rejoindre Lionel Messi avec 8 buts inscrits dans cette édition. La course aux souliers d'or entre ceux qui sont probablement les deux attaquants les plus complets de cette génération est ainsi devenu l'un des véritables fils conducteurs de la compétition. Elle dominerait toutes les conversations autour de cette Coupe du Monde si le tumulte institutionnel environnant n'était pas devenu aussi assourdissant. Les statistiques défensives de la France restent parmi les meilleures d'un demi-finaliste moderne. Son gardien a été très peu sollicité lors de matchs dont l'issue a rarement semblé incertaine, et sa ligne arrière reflète des années de travail de Deschamps, produisant une machine défensive extraordinairement difficile à contourner. La France affrontera l'Espagne ou la Belgique en demi-finale, le mardi 14 juillet. L'Espagne n'a encore encaissé aucun but dans tout le tournoi, une série défensive véritablement historique, tandis que la France en a concédé 2. Une demi-finale entre la France et l'Espagne serait l'un des matchs les plus attendus de toute cette ère de la Coupe du Monde, compte tenu de la qualité défensive des deux équipes. Une confrontation entre la France et la Belgique constituerait, elle, la 5e rencontre consécutive entre les deux nations lors de la phase à élimination directe d'une grande compétition internationale, la France ayant remporté les 4 précédentes. Pour le Maroc, le tournoi s'achève exactement là où il s'était terminé 4 ans plus tôt, à une marche de cette 3e place historique obtenue après être devenu le premier pays africain et le premier pays arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. 2 quarts de finale contre la France,
2 défaites, 2 buts à 0. 2 séries de décisions arbitrales contestées qui, selon les joueurs marocains et leur fédération, les ont privés d'une chance équitable d'entrer dans l'histoire. 2 réclamations officielles déposées auprès de la FIFA, la première après le tournoi de 2022 et, selon certaines informations, une seconde déjà en préparation après les événements survenus cette semaine à Foxborough. Quel que soit le verdict que l'histoire portera finalement sur cette décision précise concernant la main, ou sur la sagesse d'envoyer une équipe entièrement argentine diriger un quart de finale 2 jours après que les décisions d'une autre équipe argentine avaient déclenché une tempête politique continentale, ce tournoi a rendu une chose parfaitement claire. La frontière entre le football et la politique a pratiquement disparu pendant cette Coupe du Monde. Désormais, chaque décision controversée jusqu'à la finale du 19 juillet dans le New Jersey sera vue d'abord par ce prisme, ensuite comme sportive. Revenons au match à l'origine de cette chaîne et le tableau se complique. L'Argentine a battu l'Égypte 3-2 en huitième de finale. Mais le score reflète mal combien le match a divisé supporters et consultants. Mostafa Zico semblait avoir doublé l'avantage égyptien en seconde période. Avant que son but ne soit annulé, après que l'assistance vidéo avait signalé une faute commise plus tôt par un joueur égyptien dans la même phase de jeu. Beaucoup l'ont jugée trop légère et éloignée de la frappe pour justifier l'annulation du but. Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a déclaré après la rencontre que l'arbitrage n'avait tout simplement pas été équitable. Il a cité 2 pénaltys refusés avant que l'Argentine ne complète son retour tardif grâce à une tête d'Enzo Fernandez. D'après plusieurs informations venues du Caire, le président de la Fédération égyptienne de football, Heni Abourida, a lui-même déposé la réclamation officielle contre l'arbitre français, François Le Texier et ses assistants. Selon lui, les décisions des 90 minutes ont favorisé l'Argentine au moment clé. La réclamation ne s'est pas limitée au monde du football. Des commentateurs égyptiens et plusieurs consultants internationaux ont ouvertement avancé, sans apporter de preuves, que le résultat avait en réalité été décidé avant même le coup d'envoi. La FIFA n'a jamais répondu directement à cette affirmation, qui relève presque certainement de la rumeur plutôt que d'un fait établi. Ce qui peut être vérifié en revanche, c'est que l'Argentine a reçu sur ce mondial et le précédent plus de pénaltys que n'importe quelle autre sélection dans l'histoire moderne de la compétition. Les critiques y voient un schéma, tandis que les défenseurs de l'arbitrage soulignent que le style offensif de l'Argentine, fondé sur des joueurs rapides qui pénètrent dans la surface, provoque naturellement davantage de contacts et de décisions litigieuses qu'une approche plus prudente. Pierluigi Collina, patron de l'arbitrage FIFA, a tenté de refermer ce chapitre du débat quelques jours avant le match de Foxborough en détaillant la procédure vidéo du match égyptien. Il a expliqué que l'équipe vidéo examine automatiquement toute la phase de construction précédant chaque but, quel que soit le nombre de secondes ou la distance séparant une faute de la frappe qui suit. Dès qu'une faute est détectée, la recommandation d'un visionnage sur le terrain intervient automatiquement si les arbitres estiment qu'elle a influencé l'issue de l'action. Collina a rejeté tout rôle d'une pression extérieure, politique ou autre dans cette décision ou dans n'importe quelle autre décision arbitrale du tournoi. Il a affirmé que la procédure était identique pour toutes les équipes. Tout le monde n'a pas accepté cette explication, et le débat sur la limite entre faute importante et faute trop légère ou lointaine a couvé jusqu'au match du Maroc. L'affaire Balogun a ajouté une autre tension politique sans rapport avec l'arbitrage. Folarin Balogun, l'attaquant américain, avait été suspendu après un carton rouge selon les règles de la FIFA. Auparavant, ce type de sanction était définitif. La décision de la FIFA d'annuler cette suspension en plein tournoi, permettant à Balogun de retrouver le terrain pour la phase à élimination directe des États-Unis, a rompu brutalement avec des décennies de précédents. Elle a immédiatement suscité des questions compte tenu du pays hôte et l'intérêt documenté du président américain pour le tournoi à domicile.